Bonjour, je m'appelle Géraldine et je vous souhaite la bienvenue pour ce tout premier épisode du podcast Let's Talk Diabetes qui parle du diabète sans filtre, ni stigmatisation, ni stéréotype. Cette série de podcasts a été conçue pour les personnes atteintes ou non de diabète. Donc, vous entendrez ici des témoignages inspirants de personnes vivant avec un diabète, de leurs proches et d'experts qui vous raconteront leur parcours de vie avec le diabète. Nous espérons que ces témoignages vous permettront d'en apprendre plus sur le diabète, qu'ils vous inspireront et vous rassureront. Aujourd'hui, nous explorons un sujet essentiel mais souvent méconnu, l'impact psychologique du diabète. Donc que vous soyez directement concerné par le diabète, que vous ne connaissiez quelqu'un qui l'est ou que vous soyez simplement curieux d'en savoir plus, ce podcast vous apportera des éclairages précieux sur la manière dont cette maladie chronique influence non seulement le corps mais aussi l'esprit. Pour en discuter, nous avons l'honneur d'accueillir Cécile. Ensemble, nous aborderons les défis émotionnels et mentaux auxquels font face les personnes qui vivent avec un diabète. Bonjour Cécile. Bonjour Géraldine. Bonjour, merci d'être là aujourd'hui pour ce tout premier épisode. Cécile, tu nous viens de Ytre. Oui. Tu as 41 ans, c'est correct? Oui. Tu es maman de 2 enfants et tu vis avec un diabète de type 1. Alors, est-ce que tu pourrais nous raconter depuis quand tu vis avec ce diabète? Alors, je vis depuis 31 ans maintenant avec. Donc, j'ai été diagnostiquée quand j'avais 10 ans. Donc, maintenant, ça fait un certain temps que je partage ma vie avec cette maladie. Et est-ce que tu pourrais nous raconter comment tu l'as appris? Donc, c'était à l'âge de 10 ans. Oui, c'est sûr qu'à cet âge-là, le diagnostic a été d'abord posé par le médecin traitant parce qu'il y avait des symptômes qui avaient été repérés. Et donc... C'était quoi les symptômes que tu avais? Alors, c'est une soif intense. Et aussi, à cet âge-là, on maigrit pas mal, ce qui n'est pas du tout normal pour un enfant en plein développement. Mais c'est principalement la soif et aussi la fatigue, et on commence à être marqué physiquement aussi. On est très cerné, fatigué, etc. Parce que le corps manque de ressources. Et c'est toi qui t'es plaint ou c'est tes parents qui l'ont vu? Comment ça s'est passé? Alors, à l'époque, c'était l'école qui a prévenu mes parents parce que ça devenait vraiment problématique, parce que je devais, à l'époque, j'étais en, je crois, 5e primaire et je devais tout le temps m'absenter pour aller aux toilettes, et je revenais toujours avec une bouteille remplie d'eau que je remplissais aux toilettes. Et donc, je crois que c'était la professeure à l'époque qui avait signalé ça à la directrice, et voyant aussi que mon état, quand même, au niveau attentionnel, etc., se dégradait un peu. Donc, voilà, il y avait quelque chose qui n'était pas normal. Et donc, au bout d'un certain laps de temps, c'est eux qui ont prévenu mes parents. On a été chez le médecin traitant qui a eu la justesse d'esprit de repérer directement les symptômes et de m'envoyer en urgence à l'hôpital où le diagnostic est tombé. Et là, comment ça se passe en fait concrètement? Alors, c'est sûr que quand il y a un diagnostic comme le diabète qui tombe, ça se fait assez dans l'urgence quand même, parce qu'on est en hyperglycémie, donc il y a beaucoup trop de glucose dans le sang et il faut agir assez rapidement. Et donc on explique un petit peu de quelle maladie il s'agit. Et c'est sûr que en tant qu'enfant, à 10 ans, c'est quelque chose qui est annoncé en famille. Et principalement aux parents, parce que c'est quand même eux qui vont prendre en charge l'enfant. Et est-ce que tu as compris à ce moment-là ce que c'était réellement? Compris, non. Moi, je me souviens que ma première réaction, justement, c'était de ne pas comprendre ce qui arrivait, parce que, en termes médicaux, on parle de trop de sucre dans le sang, etc., d'un dysfonctionnement corporel. Et donc, je crois que la première réaction, en tout cas en tant qu'enfant, avec ces informations-là, c'est se dire, j'ai pas trop mangé de sucre. Justement, je mangeais pas beaucoup de desserts et de collations sucrées, etc. Et donc, directement avoir cette réflexion, mais non, j'ai rien fait de mal. Donc un petit peu culpabilisant quand même, et de l'incompréhension. Et après, on est très vite rattrapé par toutes les données qui vont être apportées par les médecins et par l'équipe soignante, etc. Et un peu tout ce que ça va impliquer dans une nouvelle vie qui commence, avec un traitement alors très au point, mais qu'il faut aussi comprendre et adhérer. Et est-ce que tu as eu l'impression qu'on te l'a bien expliqué à ce moment-là?
Avec le recul et à ce moment-là? Alors c'est vrai que moi j'avais un diabétologue qui était entre guillemets rassurant et qui voulait montrer qu'il était possible de vivre une vie normale. Et pour ça il faisait référence à un grand footballeur voilà, qui vivait avec le diabète et qui suivait lui-même pour montrer que voilà rien n'était impossible. Après bien expliqué, moi j'ai plus le souvenir que c'était des choses qui étaient expliquées à mes parents pour qu'ils puissent prendre le relais à la maison en fait. Et puis en tant qu'enfant, voilà, on comprend assez rapidement, je pense, qu'on va devoir fonctionner avec. Et tu avais beaucoup de questions à ce moment-là? Tu as eu des réponses à tes questions? Je suis pas sûre. Alors après, je pense que ça dépend de l'âge à laquelle est posé le diagnostic. Mais à 10 ans comme ça, des questions réellement... en fait, ça passe très vite parce que, à nouveau, on est dans l'urgence, le diagnostic tombe, il faut faire quelque chose. Il y a toutes les informations au niveau du traitement qui sont là à emmagasiner. Les parents sont un peu dans l'apprentissage de toutes ces choses-là. Puis il y a le retour à la maison et donc tout passe très vite. Et donc sûrement que j'avais des questions. Maintenant, ça remonte il y a très longtemps, mais pas forcément formulées. Parce que, en fait, la vie continue juste et ce que nous, on a envie, je pense, alors là, c'est à titre personnel, mais oui, c'est de continuer à vivre normalement et passer au travers de ça. Voilà, je crois que les questions sont venues après. Et la réaction psychologique, comment tu as réagi par rapport à cette nouvelle? Parce que oui, on est dans la réaction, mais à un moment donné, on se rend compte... Et après, à 10 ans, c'était très jeune, mais justement, est-ce que tu te rappelles comment tu as réagi à cette nouvelle? Moi, je dirais, et à nouveau, ça, c'est vraiment selon l'âge, je pense, à laquelle on apprend le diagnostic. Moi, j'aurais pu d'autant tendance à dire que pour mon cas, il y a eu un contre-coup. Donc, il y a eu cette première annonce où c'est annoncé en famille, et donc ça repose quand même principalement sur les parents qui doivent prendre soin de l'enfant. Et donc, il y a aussi beaucoup d'enjeux dans le système familial qui en découlent. Et moi, je me suis assez facilement prêtée en tant que bonne élève à toutes les contraintes que ça impliquait. Et c'est plus à l'adolescence où là se sont réveillées un peu les questions de savoir pourquoi ça nous touche nous. Un peu quand même une forme d'injustice là. Voilà. Ouais. Et question du sens aussi, de comprendre pourquoi ça nous arrive et que au final c'est quand même lourd, même si il y a un traitement qui existe, mais pas toujours facile d'avoir ça à côté de soi avec déjà toutes la transition quand on est jeune comme ça voilà, qu'implique l'adolescence et toutes les choses de la vie. Oui. Et à ce moment-là, à l'annonce, est-ce qu'on t'a proposé un soutien psychologique à toi ou à tes parents ou ensemble? Ça date, hein. Ouais. Donc à l'époque c'était peut-être un petit peu moins, on faisait un petit peu moins attention à cette dimension-là. Mais effectivement, il y avait une psychologue, je pense, qui était rattachée au service. On me l'a proposé, si pas imposé. Et en fait, quand j'avais 10 ans, je ne voyais pas l'intérêt parce que c'était quelque chose qu'on avait annoncé de nouveau en famille. Et pour moi, je gérais ça avec mes parents. Et donc, que quelqu'un d'extérieur comme ça vienne dire si je sais pas comment je l'avais réellement vécu, mais que quelqu'un vienne dire si je suis apte ou pas, je ne voyais pas l'intérêt à 10 ans. Après, l'histoire dira que ça m'a beaucoup servi, mais à cet âge-là, je ne ressentais pas le besoin. T'avais pas le besoin d'en parler. Et puis, je n'avais jamais été exposée au fait de devoir aller voir un psychologue. Et à nouveau, je crois que c'était beaucoup moins ancré dans les mœurs, peut-être qu'à l'heure actuelle. Et donc voilà, c'était pas quelque chose que j'avais ressenti comme une nécessité. Et c'était plutôt... ça me sautait encore plus de la norme, quoi. De devoir aller... voir quelqu'un, un professionnel en santé mentale. Donc, quelqu'un d'étranger, en fait. Oui. Et est-ce que, du coup, tu as eu besoin d'en parler avec tes parents ou à des personnes plus proches de toi, plutôt qu'un professionnel? Pas à l'époque, non. Pas à l'époque. Parce que tu parlais du fait qu'à l'adolescence,
Ça a changé. Qu'est-ce qui s'est passé à l'adolescence? Alors, à l'adolescence, eh bien, je suis devenue un petit peu moins bonne élève. Et donc, beaucoup de revendications qui sont passées au travers de la maladie, je pense, parce que peut-être que j'essayais de dire certaines choses en ne me soignant pas complètement bien. J'essayais d'attirer, je pense, l'attention et de questionner un peu le système familial, je pense. Alors, je dis ça aujourd'hui avec du recul. À l'époque, j'en étais pas consciente. Et voilà, je pense qu'il y a beaucoup d'enjeux au niveau de l'impact psychologique et un peu du rôle et de la position de chacun. Un enfant comme ça qui est porteur d'une maladie, ça vient questionner plein de choses sur le fonctionnement familial. Et est-ce que tu as c'était vers quel âge? C'était vers 13, 14 ans? Ou plutôt 14, 15 ans. 14, 15 ans, oui. Et concrètement, on le voyait dans quoi? Dans quelle réaction? Alors, pour ma part, moi, j'étais complètement dans le déni de cette maladie. Et donc, je faisais le strict minimum avec quand même une certaine mise en danger. Réelle. Parce que, voilà, toujours aller un peu... questionner oui, et puis c'est un peu quelque part ça peut être un peu un refus de l'autorité aussi, en tout cas une mise en question de cette autorité, parce qu'il y a le corps médical qui dit voilà, il faut soigner comme ça, il suffit d'appliquer le traitement, sauf que pour une personne qui vit avec la maladie, c'est quand même, il y a beaucoup plus d'impact et ça vient dire plein de choses de la manière dont on se représente soi-même, de l'estime qu'on a de soi aussi, à nouveau un peu cette forme de culpabilité. Voilà. Et alors à l'adolescence, pour revenir sur cette période qui est quand même une période vraiment charnière, où on est un peu entre deux, on est dans cette transition entre le fait d'être un enfant et puis on arrive dans l'âge de l'adolescence, on n'est pas encore tout à fait un adulte et donc on tente de définir qui on est et de définir son identité. Et donc il y a plein de choses en mouvement. Et compliqué parce que les contraintes de la maladie à cet âge-là s'opposent complètement un peu à cette volonté de liberté, d'insouciance et de voilà que représente l'adolescence. Oui, et puis la période était différente de maintenant. Oui. Donc voilà, on est un peu de la même génération. La psychologie n'était pas vraiment ancrée dans les mœurs. Dans les mœurs, oui. Et donc, est-ce qu'à l'adolescence, tu as fait appel à un ou une psychologue, ou est-ce que c'est venu beaucoup plus tard? Alors, pour ma part, c'était pas à l'adolescence, c'était un peu plus tard, c'était au début de la vingtaine. Et là, c'était sur les conseils de mon diabétologue, parce que, voilà, j'ai pas vécu une période forcément très facile. Et donc, comme je le disais, vraiment mis cette maladie à distance le plus possible. Et lui m'avait dit, écoute, voilà, vu un peu les difficultés que tu rencontres, ça serait peut-être bien de rencontrer une psychologue, alors qui elle aussi était diabétique. Et donc moi, cette information-là m'a vraiment permis de passer le pas en me disant, voilà, il y a un peu moins cette barrière de se dire, il faut expliquer la manière dont on se sent. C'est pas toujours facile parce qu'on se sent parfois isolé aussi. Avec cette problématique. Et donc, ça m'a permis d'y aller de manière un peu plus confiante, en tout cas. Ouais. Et si on retourne un petit peu en arrière, on est à l'adolescence. Est-ce que tu en parlais librement? Tu en parlais à tes copains et copines de classe? Alors, c'est pas forcément quelque chose que je dissimulais dans mes souvenirs, en tout cas. Voilà, c'était pas quelque chose dont j'avais honte. Je me disais pas, il faut absolument cacher cette information-là aux autres. Par contre, on peut pas dire non plus que c'était quelque chose que je mettais en avant. Je me présentais pas en disant bonjour, je m'appelle Cécile et je suis diabétique, pas du tout. Mais si ça devait se savoir, ça ne me gênait pas. Mais j'avais pas envie que ça me définisse, parce que si à l'adolescence, voilà, on a envie d'appartenir un peu et de se fondre un peu dans la masse et dans la norme, mais c'est pas quelque chose dont j'avais honte. Et avec la réflexion comme ça aujourd'hui, je me dis que
Excusez-moi, je pars un peu le fil. Non, mais donc, comment as-tu vécu ton adolescence et en fait tes relations? En fait, tu en avais pas honte, mais tu n'en parlais pas, donc tu aurais très bien pu le cacher, en fait. Merci, c'est pour ça que je retombe sur mon idée. C'est qu'en fait, voilà, au niveau théorique et au niveau du langage, de dire aux autres, en fait, je suis diabétique, ça me posait pas de soucis. Et donc, je savais être assez honnête envers les autres. Par contre, et c'est ça, avec la réflexion aujourd'hui, je me dis, en fait, j'étais moins honnête vis-à-vis de moi-même. C'est-à-dire que je savais que j'étais diabétique, mais je n'arrivais pas à intégrer cette information et à prendre soin de moi comme il le fallait. Et donc, au final, oui, le dire, c'était pas un souci, mais c'était plus vis-à-vis de moi-même, en fait, que je n'acceptais pas cette chose-là. Et que je n'arrivais pas à me conduire comme quelqu'un qui avait cette maladie et faire les choses qui étaient nécessaires. En effet. Et qu'est-ce qui est différent maintenant par rapport à l'époque parce qu'il y a 30 ans, il y a 25 ans, ça se voyait pas forcément quand on portait... Oui, alors c'est ça. On dit souvent du diabète que c'est une maladie qui est invisible. Et d'ailleurs, ça, c'est intéressant parce que je pense que les personnes diabétiques vont se reconnaître, mais c'est quelque chose qu'on peut facilement aussi se cacher à soi-même. Puisque d'apparence comme ça ne se voyait pas, en tout cas. Parce qu'à l'heure actuelle, avec toute l'avancée spectaculaire des technologies qui sont exceptionnelles pour les personnes diabétiques. Après, ça vient nous identifier, c'est-à-dire que on a un capteur de surveillance de glucose qui est très pratique, mais voilà, c'est quelque chose qu'on se colle sur le bras, donc c'est facilement reconnaissable. Alors qu'avant, à mon époque, si on voulait le taire, personne ne pouvait savoir, à part si on avait un très gros malaise, et encore, ça c'est gérable normalement, mais personne ne pouvait savoir qu'on était atteint de cette maladie. Aujourd'hui, ça a changé un petit peu les choses. Après, ça ne veut pas dire que parce que on est mis dans la catégorie et parce qu'on nous reconnaît, que ça soit plus facile de l'accepter non plus. C'est ça. Ça n'implique pas forcément... Et du coup, tu as fait appel à une psychologue qui a aussi le diabète. C'était à quel moment qu'est-ce qui a fait que à ce moment-là, tu as eu besoin d'aller parler avec quelqu'un? Alors c'est parce que donc à l'époque, comme j'expliquais durant mon adolescence, etc., c'était un petit peu catastrophique au niveau du suivi et de l'adhérence au traitement. Et au début de la vingtaine, j'ai rencontré mon futur mari, qui lui est quand même une personne qui m'a mis un peu face à mes responsabilités, en tout cas qui a un peu tiré la sonnette d'alarme et qui m'a dit mais tu te mets en danger, vraiment. Et je n'en avais pas conscience, pas à ce point-là en tout cas. Et donc que quelqu'un me le reflète en face, ça a un impact quand même. On se dit qu'il y a quelque chose qui effectivement ne va pas. Alors on en est conscient, mais voilà. Donc j'ai tenté de me reprendre en main grâce à lui. Il avait mis toutes des choses en place avec des tableaux Excel pour encoder toutes les données au niveau de l'alimentation, des doses d'insuline, etc. Et plus de structure en fait. Oui, une fameuse structure. Donc ça m'a beaucoup aidée. Et donc c'est durant toute cette période-là, je pense, si mes souvenirs sont bons, que je m'étais tournée vers cette psychologue qui était elle aussi diabétique, qui m'avait renvoyé certaines choses qui avaient éveillé en moi un intérêt assez poussé, mais malheureusement j'avais dû mettre un terme parce qu'elle était enceinte et qu'elle avait dû arrêter de consulter. Et donc je l'ai revue après, un peu moins de 15 ans plus tard, où j'ai refait appel à cette personne. Et là, c'était après la naissance de mes enfants. Parce que, en fait, durant tout ce laps de temps, je m'étais repris en main. Et donc, j'étais plus, je prenais soin de moi, si on peut dire, mais parce que quelqu'un me l'avait demandé. Et donc, c'était un peu par amour, par mon mari. Et parce que lui, il me disait, mais enfin, t'es complètement folle, que j'étais arrivée à enfin considérer qu'il y avait cette maladie et qu'il fallait se soigner, mais c'était pas encore quelque chose que j'avais réellement intégré pour moi. Donc je faisais pour lui. Et après la naissance de mes enfants, là, je pense que c'est vraiment plus le déclic où je me suis dit, en fait,
ils ont besoin de moi. Il y a des responsabilités. C'était très important pour moi. Et voilà, je me suis dit, je peux pas continuer à vivre comme ça. Il faut que je sois présente pour mes enfants et je dois faire quelque chose de ce problème que je traîne depuis des années et des années. Il faut que j'arrive à en faire quelque chose. Et donc, j'ai repris contact avec cette psychologue. Avec la même. Avec la même. Parce que pour moi, c'était important aussi quelle est l'histoire, quel est le diabète aussi, ça donne une dimension supplémentaire. Après ça, c'est très personnel, mais c'est ce qu'on appelle un peu le savoir expérientiel, c'est-à-dire que le savoir qu'on tire de ses propres expériences et qui amène, une compréhension empathique profonde quand même. De la problématique et on traverse déjà tous plein de choses dans sa vie quotidienne et le diabète encore en plus se rajoute et donc là ça permet de un peu ouvrir certaines portes et pas devoir se rejustifier sur un ressenti et ça aide à verbaliser aussi parce que mettre des mots mine de rien ça peut quand même aider. Et puis, si on parle avec quelqu'un qui a la même affection, on a besoin de moins expliquer pour... oui, après, ça comporte aussi parfois des dangers parce qu'on peut vite tomber un peu dans la chose. On se dit, de toute façon, moi, je comprends l'autre puisque je partage la même condition. Chaque expérience est unique. Par contre, il n'y a rien à faire. Il y a quand même une expérience commune de la maladie. Qui est là et qui met un peu un fondement de base en commun et qui facilite en tout cas la compréhension de certaines problématiques et qui aide à verbaliser certains ressentis typiquement par rapport à une maladie chronique. Et la première fois, tu l'as vu combien de temps, la psy ? Alors, la toute première fois, j'ai dû la voir, c'était très frustrant parce que on avait commencé, c'est pour ça que j'ai refait appel et que j'ai remué un peu ciel et terre pour la retrouver, parce que je l'avais vue, je crois, 4 fois, vraiment, enfin, c'était le tout début d'un peu de la réflexion et du travail autour de tout ça qui me pesait à l'époque. Mais ça t'a fait un réel bien, en fait, de parler à Alors, ça a ouvert des portes. Qui pour moi là sont un peu tombés à plat parce que j'ai pas pu continuer, mais donc ça resté en tête pendant longtemps et c'était quelque chose qu'il fallait que j'approfondisse. Mais tu as tenu longtemps finalement, 15 ans. Voilà. Mais c'était pas, tu pouvais aussi, enfin, tu avais déjà pu parler à quelqu'un, c'était avec cette psy, ça t'avait déjà mis sur le chemin et du coup après 15 ans, tu l'as revue. Et là, tu l'as vue combien de fois ? Je l'ai vue plus ou moins pendant 1 an et demi ou 2 ans. Et maintenant ? Je gardais contact, je la vois de temps en temps, mais c'est vraiment quelque chose qui était lié pour moi à tout ce qui a trait à la maladie. Et donc, quelque part, je peux pas dire que j'ai réglé ça, parce que ça serait un bien grand mot et on ne règle jamais complètement les choses. Mais en tout cas, j'ai passé un cap. Et donc, cette chose-là, pour moi, appartient à cette période-là où je l'ai vue. Et donc, ici, c'est pour discuter d'autres choses, avoir d'autres réflexions. Donc, que tu la vois. Oui. Parce que, en fait, tu as aussi complètement changé de métier. Tu es architecte d'intérieur de formation. Et tu as entrepris, il y a quelques années, des études pour devenir psychologue aussi. Tout à fait. Alors ça, c'était suite à cette rencontre quand même qui a été une véritable révélation quand même pour moi. Parce que ça a changé ma vie. Alors ça paraîtrait des termes, mais voilà, c'était vraiment un travail qu'il fallait que je fasse. Et de vivre cette évolution positive, en tout cas par rapport à cette maladie et au fait de vivre avec, j'ai trouvé ça tellement riche et ça a tellement changé ma vie que je me suis dit... j'adorais mon boulot, vraiment, c'était quelque chose qui m'a toujours passionnée. Mais là, je me suis dit, si je peux un jour être utile et rendre ça possible pour quelqu'un d'autre, je signe, quoi. Je veux faire ça parce que c'est,
l'aide aux autres. Et si je peux éviter à quelqu'un qui traverse une période un peu difficile d'en arriver, parce que voilà, moi j'ai eu pas mal de problèmes aussi, de conséquences négatives liées à la mauvaise adhérence au traitement. Et comme ce sont des conséquences sur du long terme, souvent quand on s'en rend compte, il est trop tard. En tout cas, c'est installé et irréversible. Donc, enfin pour ma part en tout cas. Et voilà, si je peux éviter ça à quelqu'un. Donc c'était un peu l'objectif, et donc j'ai repris l'université pendant 5 ans pour me former, et donc je suis aujourd'hui psychologue. Voilà. Mais dans un réel besoin d'aider les autres, et aussi, si c'est possible, des personnes qui vivent avec un diabète. Oui, alors c'est quelque chose qui est ancré en moi depuis longtemps, mais j'avais pas pris cette voie-là à l'époque, mais je pense que j'étais pas prête. Ça demande aussi un travail personnel et de savoir se connaître assez profondément. Et mais tu aides aussi les personnes qui ont un diabète? Oui. Alors, l'objectif poursuivi, c'était voilà, de pouvoir aider les gens de manière générale, parce que c'est vraiment ressentir une utilité et c'est vraiment je dirais une passion. Et je me découvre encore aujourd'hui là-dedans. Et également aussi, oui, vraiment mettre des choses en place pour les personnes diabétiques, parce que bien souvent, alors ça c'est un constat à nouveau personnel que je fais, mais on a beaucoup tendance dans la société quand même à toujours séparer un peu le corps et l'esprit. Et donc évidemment le diabète est une maladie qui touche le physique, le somatique, et donc on fait rarement des liens. Et voilà, aujourd'hui on parle de l'impact psychologique, mais c'est pas forcément quelque chose qui est courant dans notre société. Et comme il y a des traitements qui permettent de soigner la maladie, voilà, on a tendance à laisser un peu ça de côté. Et je pense que les gens eux-mêmes, les personnes qui sont atteintes de maladies comme ça, répondent un peu à ce que la société leur dit. En fait, vous avez un dysfonctionnement physique, il y a un traitement qui existe, soignez-vous, et puis voilà. Sauf que l'impact au quotidien et la charge aussi mentale que tout ça peut représenter est à prendre en considération, vraiment. Et alors, comment les personnes qui vivent avec des personnes qui ont un diabète peuvent aider ces personnes? Parce que parfois, c'est difficile de trouver les mots ou d'aider. Comment concrètement, quand on est ami, conjoint, enfant, parent, aider une personne qui vit avec un diabète si elle a des problèmes? Oui, alors c'est une question complexe et la réponse n'est pas facile parce que je pense que ça dépend encore une fois de chaque personne, et puis c'est toujours très facile d'en parler, de dire il faut faire ceci et donner des conseils. Moi je dirais être à l'écoute le plus possible et éviter le jugement. Après on est humain, on juge tous les situations, mais se rappeler que voilà, c'est pas forcément évident, et faire attention aux apparences, parce que souvent les gens se mettent une carapace et en surface tout a l'air de bien se passer. Ne pas oublier que c'est une négociation au quotidien, et que une négociation, ça veut dire quoi? Ça veut dire que il y a beaucoup de contraintes quand même liées à cette maladie, et qu'il y a de plus en plus de choses qui sont mises en place pour permettre que ça soit moins lourd. Et c'est formidable d'ailleurs, les avancées technologiques et tout ce qui existe. Ça n'enlève pas que en permanence on a cette idée que on est obligé, en fait on n'a pas le choix. Donc voilà, il y a un certain état de vulnérabilité, si on peut dire, qui n'est peut-être pas conscient tout le temps, mais on sait qu'on a le diabète, on sait qu'on doit se soigner, et on sait qu'il y a des conséquences qui peuvent être négatives, et qu'il y a un risque si on ne prend pas bien soin de soi. Et ça, au quotidien, c'est une charge quand même considérable. Oui, donc on sait qu'il y a des avancées technologiques, mais est-ce qu'il y a aussi des ressources spécifiquement destinées à aider les personnes à gérer leur santé mentale autour du diabète? Alors, des ressources, oui, je dirais, en tout cas dans les hôpitaux, il y a ce qu'on appelle les conventions, donc c'est les structures dans lesquelles sont amenés à être suivis les patients diabétiques, en tout cas diabétiques de type 1. Et normalement, dans ces conventions, il y a l'accès à différents soins, la podologie, la diététique, et aussi les soins, le suivi psychologique
psychologique. Donc ça, normalement, si on s'adresse au sein de son hôpital, on doit pouvoir nous renseigner sur éventuellement un accompagnement psychologique. Après, on peut s'adresser aussi à l'association du diabète, qui est quand même un point de chute central pour tout ce qui a trait aux différentes activités, aux différentes choses qui peuvent être mises en place. Et qu'est-ce qu'elle fait comme activité, l'association? Alors, il y a différentes choses qui sont organisées et il y a des groupes de parole, il y a des groupes qui se chargent d'informer un peu sur différentes problématiques liées au diabète. On organise aussi des activités pour les enfants et aussi pour permettre surtout déjà aux enfants de se rencontrer et de voir qu'ils sont pas seuls dans le cas, parce que bien souvent, heureusement, il y en a pas énormément dans les différentes écoles. Donc souvent, ça leur permet de se rencontrer entre eux, de voir qu'ils sont pas isolés et seuls dans le cas. Et ça permet surtout aux parents d'échanger au niveau du poids que ça peut représenter d'avoir un enfant avec cette maladie, et des petits conseils, et voilà, se sentir moins seul peut-être, et moins isolé, parce que voilà, souvent à l'hôpital, tout est mis en place pour être bien encadré. Après, on comprend vite que oui, en dehors, il faut s'en sortir du cadre. Voilà, et que c'est pas toujours évident non plus de trouver la bonne ressource ou quand on en a besoin. Et donc, parfois, simplement discuter avec d'autres personnes qui sont touchées par la même chose, ça peut faire du bien. Et donc, tu fais partie de cette association qui s'appelle... Donc, c'est l'association belge du diabète. Belge du diabète, d'accord. Et donc, pour finir, quel conseil donnerais-tu à une personne vivant avec le diabète qui commence à se sentir un petit peu dépassée, déprimée ou démoralisée par son diabète ? Alors, quel conseil donner? De pouvoir ne pas rester isolé avec ce problème, parce que c'est bien souvent ça, je pense, c'est que on a tendance un peu à se le culpabiliser, parce que en général aussi, ce qui est véhiculé par les médias, par différentes choses, je veux dire par des gens qui publient des choses, etc. C'est en général pour dire que ça va bien ou comment ils s'en sortent. Mais c'est pas toujours évident de s'en sortir, en fait. Et donc, on a parfois tendance à s'isoler, à se dire, en fait, c'est moi qui n'y arrive pas. C'est moi qui ne suis pas normale, peut-être, de ne pas y arriver. Et donc, de pouvoir oser en parler et dire, en fait, ça ne va pas. J'ai besoin d'aide. Tu aurais peut-être aimé qu'on te dise plutôt d'aller voir une psy pour pouvoir parler, échanger ou est-ce que, voilà, c'est trop tard maintenant, mais enfin, je veux dire, c'est fait, il y a 30 ans ou il y a 20 ans, maintenant tu l'as fait. Oui. Mais est-ce que tu aurais aimé que quelqu'un te dise à ce moment-là, va parler à quelqu'un, ça va t'aider? J'étais assez réticente quand même. Donc moi, ce qui m'a vraiment aidée au final, c'est de m'orienter vers quelqu'un qui partageait un peu la même condition. Après ça, de nouveau, c'est très personnel. Voilà, parce qu'il y avait un peu, cette dimension de pas devoir tout réexpliquer, quoi. De se dire, l'autre est déjà à un certain niveau de compréhension de ce qu'on peut, en tout cas, traverser au quotidien. Après, chaque problématique est unique, mais... Donc, en fait, si quelqu'un vit avec un diabète et veut aller voir une psy, elle peut venir te voir. Oui, avec grand plaisir. Donc, tes coordonnées sont disponibles par l'association? En s'adressant à l'association. Et donc, à nouveau, pour répondre à la dernière question, quel conseil donner? C'est vraiment... essayer de rester ouvert aux autres, quoi, et pas trop s'enfermer avec sa problématique, oser en parler si on est jeune, peut-être à ses parents ou à l'équipe médicale qui nous suit, et voilà, demander de l'aide, il faut pas avoir honte de ça. Voilà, c'est pas forcément une faille, c'est juste avouer qu'à un moment donné, et je pense que chacun dans notre vie, on a des périodes comme ça où voilà, on aurait besoin que quelqu'un nous tende la main. Et donc tenter de pouvoir le dire, parce que c'est pas toujours facile, et on veut pas toujours montrer sa faiblesse non plus, mais en effet.
oser en parler comme on a fait aujourd'hui. Oui. Merci Cécile pour ton partage. Et merci Géraldine. Merci d'avoir été notre première invitée dans ce podcast Let's Talk Diabetes. Et merci à vous, merci pour votre écoute. Nous espérons vous avoir inspiré et nous vous donnons rendez-vous pour le prochain épisode de Let's Talk Diabetes. Vous aimeriez disposer de plus d'informations sur le diabète, trouver davantage d'inspiration? Rendez-vous sur letstalkdiabetes.be. Cette série de podcasts est une initiative d'Abbott Diabetes Care et a été réalisée avec le soutien de l'Association du diabète, le fonds Hippo and Friends pour le diabète de type 1 et la Diabetes Liga. Toute personne vivant avec un diabète peut faire appel au soutien de l'Association du diabète en formant le 02 374 31 95 du lundi au vendredi de 9h à 12h30 ou par email à info@diabète.be. Et ne l'oubliez pas, vous n'êtes pas seul et nous ne laissons personne de côté. Les points de vue, positions et opinions exprimés dans ce podcast sont uniquement ceux des personnes impliquées et ne reflètent pas nécessairement les points de vue des laboratoires Abbott. Les points de vue, positions et opinions représentés ainsi que toute référence à un produit ou une entité spécifique ne constituent pas une approbation ou une recommandation de la part d'Abbott. Les personnes interviewées n'ont reçu aucun produit ni aucune compensation en échange de leur opinion honnête et de leur critique de produit. Les informations fournies ne sont pas destinées à être utilisées pour un diagnostic ou un traitement médical, ni pour remplacer un avis médical professionnel. Veuillez consulter votre médecin ou un prestataire de santé qualifié concernant votre état et le traitement médical approprié. Les symptômes, situations et circonstances individuelles peuvent varier.